Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au premier web journal de la session. En manchette, la fonction publique se mobilise et Saguenay-en-Neige fait un bilan positif de sa première fin de semaine. Pour débuter, je reçois ma collaboratrice Valérie Matteau qui fera avec nous le tour des unes des principaux journaux. Premièrement, Valérie, au quotidien, un investissement de 450 millions de dollars pour les forêts. Oui, hier, lors d'une conférence de presse tenue au Centre de formation de transfert technologique à Dolbeau-Mistassini, Philippe Couillard a annoncé l'aide de 450 millions de dollars sur 2 ans pour les forêts, dont 110 millions qui sera réservé aux travaux ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une prévisibilité qui réjouit les compagnies forestières de la région, puisque cela va leur permettre de prévoir les travaux à long terme, engager en conséquence et bien sûr prévoir la rétention d'employés. Puis, la répartition régionale des 55 millions de dollars par année ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean sera connue mercredi. Et encore au quotidien, les employés de chantier de RTA à Kitimat sont rapatriés. Oui, les employés de cette compagnie, pas en Alberta, pardon, en Colombie-Britannique, ont dû être repatriés ici à Saguenay pour une dizaine de jours à la suite d'une bordée de neige qui a vraiment enseveli la communauté. En fait, on parle d'environ 180 cm de neige, soit 6 pieds, qui ont tombé dans les dernières 48 heures, qui a vraiment paralysé les activités qui se faisaient sur le chantier d'RTA dans cette région. Donc, ils ont dû être rapatriés ici le temps de faire le déneigement. Et donc, il faut savoir qu'ils ne sont vraiment pas habitués à avoir une telle quantité de neige. Donc, ça va demander un peu plus de temps et ça va être un peu plus compliqué. Toutefois, le tout devrait être réglé d'ici 10 jours. Et passons maintenant au courrier de Jonquière. Une femme est devenue aveugle des suites d'une méningite. Oui, il s'agit de Carmen Bernier qui, en 2009, a frôlé la mort à la suite d'une attaque de méningite. Toutefois, dans le journal, elle y livre un très touchant témoignage sur sa nouvelle vie de non-voyante. Et au Journal de Québec maintenant, la Régie du bâtiment a déboursé plus de 400 000 $ pour rénover les bureaux de la haute direction. Et oui, et ce, pendant que les compressions se multiplient au sein du gouvernement, on le sait bien. Donc, on parle de 400 écrans d'ordinateurs qui ont été remplacés au coût de 250 $ chaque. On parle également de nouvelles salles de réunion équipées par des vidéoconférences, l'aménagement d'un nouveau secrétariat et la réorganisation et le rafraîchissement de l'espace de la présidence. Donc, ça fait beaucoup parler, sachant que avec l'austérité en ce moment, tous les ministères et les organismes doivent couper. Et la presse nous informe des effets néfastes du cannabis sur la santé. Oui, la presse a mis tout dernièrement la main sur les statistiques du ministère de la Santé, selon quoi l'hospitalisation pour troubles mentaux serait de plus en plus fréquent. Ici, on parle de psychose et de délire dû à la consommation de cannabis. Donc, l'an dernier, c'est 628 Québécois qui se sont rendus à l'hôpital après avoir consommé cette drogue. C'est environ 10 fois plus C'est environ 4 fois plus qu'il y a 10 ans et ce serait dû notamment à l'augmentation de la concentration en THC, donc la concentration d'hallucinogènes dans cette drogue, mais aussi à la consommation d'alcool mélangé aux drogues. Donc, c'est vraiment des statistiques qui soulèvent les inquiétudes. Et finalement, au devoir, pas moins d'une centaine de postes vont être supprimés au ministère de la Faune. Oui, on voit que dans ce ministère, une part importante va être amputée par rapport aux expertises scientifiques, et aucune région, il faut savoir, du Québec ne va être épargnée par ce nouveau plan mis en place par les libéraux. Ici, on parle environ d'une vingtaine de postes de biologiques, de techniciens et de scientifiques qui vont être abolis prochainement. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir, Charles-Antoine. La convention collective des employés de la fonction publique prendra fin le 31 mars prochain. Il y aura donc des négociations dès le mois d'avril. Les employés de la fonction publique de la région sont prêts à se mobiliser afin d'obtenir ce qu'ils demandent. Luc Turgeon, quelles seront les demandes du syndicat? Eh bien, Charles-Antoine, plusieurs sujets seront touchés, mais certains ressortent du lot, évidemment. On parle entre autres des droits parentaux qui devraient être un dossier important, mais la principale demande se trouve du côté des salaires des employés de la fonction publique. Je me suis entretenu avec la présidente régionale des syndicats du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Brigitte Claveau. On l'écoute à ce sujet. En fait, on demande des augmentations salariales de 4,5 % par année pendant 3 ans. C'est la principale demande au niveau salarial. Et qu'est-ce que le gouvernement offre jusqu'à maintenant? En fait, Charles-Antoine, de son côté, le gouvernement propose une augmentation de 3 % sur les salaires répartis sur 5 ans. Donc, il n'y aurait aucun changement sur les salaires des employés lors des 2 premières années et une augmentation de 1 % pour les 3 dernières années de la Convention. C'est donc sur ça que les négociations vont commencer en avril prochain. Une proposition qui est loin de satisfaire Mme Claveau. On l'écoute.
C'est loin de nos demandes. On est à des années-lumière là, par rapport à nos demandes puis à ce que le patronat nous a. Et jusqu'où peuvent aller les pressions des employés de la fonction publique? Bien, Charles-Antoine, les employés se disent prêts à aller très loin pour négocier leur convention collective. Certains parlent même d'une grève. Selon eux, il sera nécessaire de pousser très fort pour obtenir ce qu'ils veulent. Oui, on parle de leur salaire, mais aussi de la sécurité d'emploi qui se dit très faible pour certains emplois. Je vous rappelle que ces négociations commenceront en avril prochain puisque la convention collective qui a lieu présentement se terminera le 31 mars prochain. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir, Charles-Antoine. Plus de 50 manifestants associés à la CSN se sont rendus hier au bureau du député libéral de Dubuque, Serge Chimard, afin de montrer leur mécontentement face à la loi 10 dans le domaine de la santé. Les manifestants étaient des syndiqués de la CSN, de la Fédération de la santé et des services sociaux et de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière. Ma collègue Jennifer Savard s'est entretenue avec le permanent régional de la CSN, Angélbert Cotenoir. Bonjour, M. Cotenoir. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir fait cette manifestation hier? En fait, il était important pour nous de démontrer clairement que nous n'étions pas d'accord avec le projet de loi 10 et surtout son adoption sur le bâillon. Pour nous, le bâillon, c'est un processus antidémocratique et de toute façon, l'ensemble du processus était antidémocratique de A à Z. Il n'y avait aucunement mention de ces mesures-là dans la campagne électorale. Il n'y a pas eu véritablement de consultation large, de consultation publique auprès des groupes intéressés qui avaient en fait plusieurs choses à dire qui auraient pu bonifier l'orientation au niveau de l'augmentation, de l'amélioration des services de santé. Ça s'est fait tout croche. C'était la volonté du ministre. On l'avait rencontré au mois de novembre, nous, puis il nous avait clairement expliqué que c'était un squelette, que c'était son projet, qui était lui pour le mener à terme. Donc, l'absence de démocratie là-dedans était flagrante. Et mais je peux vous dire que ça n'a pas été trop difficile d'avoir des militants pour aller occuper le bureau de Serge Chimard hier. Et justement, pourquoi être allé au bureau de M. Simard alors que le premier ministre Philippe Couillard était dans la région au même moment? Bien, disons que c'est une question de logistique aussi. C'est qu'il faut savoir que, il n'entre pas qui veut au bureau de comté d'un premier ministre. Et que, ça nous semblait plus simple d'aller au bureau de Serge Chimard. De toute façon, le message a été lancé, ça l'a porté. Et aussi, on a profité de l'occasion pour enfin amorcer une démarche sérieuse pour avoir un rendez-vous avec le premier ministre et Serge Chimard. On avait fait plusieurs demandes. En fait, j'avais rencontré par hasard au mois de juin, puis il m'avait dit que j'étais sur sa liste de personnes à rencontrer, puis ça fait 8 mois. Là. OK. Donc, on a des choses à lui dire, on a des questions à leur poser. Mais disons que ça a amorcé un processus qui, espérons-le, va amener une rencontre très, très prochaine. OK. Et quand pensez-vous vous rencontrer? Oh, j'en ai aucune idée. Disons que nous, on a abordé, il faudra regarder les agendas de tout le monde. Bien, ça va être majeur que ça se fasse, là, parce que, écoutez, nous sommes des intervenants régionaux. Je pense qu'on est reconnus par l'ensemble des autres personnes qui interviennent de façon syndicative dans la région. Et que, disons qu'une ignorance de ce type-là, c'est plutôt insultant, compte tenu aussi que nous avons à peu près, là, au niveau de la CSN, 6 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, pour nous, c'est important de l'exprimer, nos inquiétudes. Inquiétudes relativement à la place des régions dans la réforme, inquiétudes relativement à la place des services sociaux à l'intérieur des nouvelles entités. Nous, on pense que ça va être évacué. Puis, bien sûr, là, vraiment, le rénoncer que pour nous, ce qu'ils font, c'est avant tout pour ouvrir plus de place à la privatisation, qu'on ne voit aucune amélioration là-dedans en termes d'accessibilité aux services, en termes également de qualité de prestation de services. Nos gens ont pas quelque chose à proposer. Et déjà, en partant, la prémisse n'est pas bonne, là, dans le sens qu'ils mentent totalement la population, là, en disant que ça n'affectera pas les services, etc. Nous, on a plusieurs preuves et on va en énoncer là, progressivement. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que la lutte finit là. Et est-ce qu'il y a d'autres manifestations qui sont prévues dans les prochains mois? Bien, disons qu'on a un plan de match, phase 2, là, jusqu'au 1er mai. À court terme, il y a la rencontre très importante de la coalition là, contre pour la refusons de l'austérité.
à Québec. On attend entre 3 500 et 4 000 personnes. C'est une quarantaine d'organismes dont la CSN fait partie. Les 3 grandes associations étudiantes sont là, les autres centrales syndicales, différents rassemblements du communautaire, le MEPAC, etc. On fait un grand rassemblement, puis on va discuter de la suite des choses. Là. Mais une chose qui est sûre, c'est que la mobilisation est là. Et donc, on s'attend à un printemps assez intéressant en termes de mobilisation, en espérant que le gouvernement entende raison à un moment donné. Et que pensez-vous de la loi 10? Disons que le projet de loi 10 comme tel, c'est au niveau des structures que ça se passe. C'est pas la première réforme qu'on fait des structures. Il y a 12 ans, avec la création des CSSS, c'était supposé de régler tous les problèmes. Nous, ce qu'on dit, c'est que le projet de loi 10, hier, dans le sens où ça ne laisse pas de place aux intervenants, ça ne laisse pas de place aux personnes qui travaillent véritablement avec les usagers. Et que donc, c'est une question de structure. Et surtout, ce qu'on dénonce, c'est l'omnipotence du ministre qui est présent partout, qui a le pouvoir de nommer les conseils d'administration, la composition des conseils d'administration, qui a le pouvoir même, si quelque chose ne fait pas son affaire, d'intervenir. On peut sembler, théoriquement, trouver ça très intéressant. Mais dans la réalité, c'est qu'avec un CUISSS, on se retrouve avec un grand conseil d'administration. Auparavant, on avait des conseils d'administration dans les 6 CSSS, au niveau du CRDI, au niveau des centres jeunesse, qui faisaient en sorte qu'il y avait une réalité avec les milieux, qu'il y avait un contact avec les milieux. Bien là, pour Delbo, le contact avec, par exemple, Chicoutimi, c'est loin pas mal. Et on sait qu'il va y avoir une période de maraudage prochainement. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, disons, ça va nous donner beaucoup de travail pour savoir s'il y a des inquiétudes dans certaines catégories, pas. Par contre, il y a un travail à faire. Dans d'autres, c'est sûr que c'est inquiétant. C'est certain, mais le problème, c'est que on le voit même depuis le début de cette lutte-là, ça a mis certaines organisations en mode maraudage, en notre sens, beaucoup trop tôt, alors que, bon, mais ce qu'il fallait faire, c'est de la lutte contre le projet de loi 10, puis prioriser la lutte à l'austérité sur le terrain, mais on ne peut pas dire que la CSN était absente de ce côté-là. Et rapidement, vous demandez un moratoire. Pourquoi? Moratoire au niveau de l'application de certaines... Oui, bien sûr, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a un contexte de négociation du secteur public. Il y a des éléments qui sont là. Et bon, donc, d'une certaine mesure, c'est toujours mieux de régler les éléments une à la fois. Alors que là, il y a un élément de contamination qui devenait très, très important, qui n'était pas là au début du processus. Parce que le fait reste, c'est que la négociation continue. Merci beaucoup, M. Cotenoir. Ça va être tout pour le moment. Saguenay-en-Neige fait un bilan positif de sa première fin de semaine. La directrice générale de l'événement, Kate Savard, peut déjà dire que c'est une bonne 31e édition. Anne-Sophie Saint-Gelais, est-ce que le froid extrême a eu des conséquences sur la participation? Le froid n'a pas fait peur aux citoyens qui se sont déplacés en très grand nombre au site de la Rivière-aux-Sables. En fait, il faut dire que le soleil a aidé à faire oublier la température. La directrice générale, Kate Savard, mentionne toutefois que la population était très bien préparée et habillée très chaudement. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter à ce sujet. Les sculpteurs étaient unanimes à nous dire que la neige était exceptionnelle. Donc, on est vraiment très, très, très satisfaits de comment s'est déroulé le concours en fin de semaine, sans parler des visiteurs, de la soirée d'ouverture. On est vraiment très contents de la première fin de semaine. Et quelle a été l'activité la plus populaire lors de cette fin de semaine? La première fin de semaine, beaucoup d'activités ont eu lieu. Par contre, elle a évidemment été marquée par le concours de sculpture qui est très populaire d'année en année. En fait, Kate Savard explique cette popularité par le fait que les gens peuvent voir les sculpteurs à l'œuvre. C'est une occasion donc pour la population de s'informer et de poser des questions directement sur place, et ce pendant le temps de la sculpture. Et puis donc, c'est vraiment une très belle expérience autant pour les sculpteurs que pour la population et même pour les curieux qui désirent voir seulement le résultat final. Aussi, la soirée d'ouverture a été un très grand succès. Plusieurs personnes se sont déplacées pour assister au spectacle, mais aussi au feu d'artifice. Et qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Plusieurs activités sont encore au programme pour la suite de l'événement. Donc, Saguenay-en-Neige qui se tient jusqu'au 15 février, soit dimanche prochain. Une nouveauté cette année, il y aura un match d'improvisation présenté jeudi soir en collaboration avec l'Alliège du Cégep de Jonquière. Sinon, une autre activité qui est très attendue samedi après-midi, alors que les jeunes pourront profiter d'une journée avec les joueurs des Saguenayens de Chicoutimi. Sinon, courses à obstacles et spectacles sont encore sur la programmation. Et puis, d'autres activités sont toujours sur place pour les jeunes enfants. Et en terminant, qu'est-ce que souhaite la directrice générale pour la fin de l'événement? En fait, elle souhaite inviter la population à se déplacer, que ce soit pour les activités ou seulement pour admirer les sculptures pendant qu'elles y sont encore. Mais elle ne se cache pas espérer quelques degrés en moins.
Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous en prie. Le brunch bénéfice annuel de Diabète Saguenay se tiendra ce dimanche 15 février à l'hôtel Le Montagnet. L'organisme qui vient en aide aux personnes diabétiques a un objectif de 30 000 $. Sterling Forestal, ce brunch vise autant le financement que la sensibilisation. Effectivement, selon la directrice de l'organisme, Andrea Boudreau, dans la région, il y a 20 000 personnes qui souffrent de diabète et l'organisme en tant que tel dessert 800 membres qui souffrent de la maladie. En fait, ils veulent vraiment... c'est pour les aider à maintenir les services qu'ils offrent à ces personnes-là et aussi pour faire de la sensibilisation. Ils ont entre autres un camp pour les jeunes qui viennent à peine de recevoir un diagnostic de diabète pour les aider à accepter le fait qu'ils vont devoir vivre avec cette différence. Il y a aussi le programme Au bout des doigts qui fait le tour des entreprises pour leur parler du diabète et vraiment pour faire de la prévention. Cette année, ils visent un objectif de 30 000 $ et ils s'attendent à recevoir de 300 à 500 personnes. Écoutons-la à ce sujet. Ramasser du financement parce qu'on a besoin d'argent pour maintenir nos services, mais aussi pour en créer d'autres. Et comment l'événement va-t-il se dérouler? En fait, il y aura au menu Isabelle Dufour, qui est une représentante de la financière Sun Life, une entreprise privée qui appuie beaucoup les associations pour les aider à atteindre leurs objectifs et aussi qui appuie beaucoup la recherche. Il y aura aussi un professionnel de la santé, un pédiatre de la clinique 180. Il est spécialisé dans le diabète de type 2. Ils ont tenu à l'inviter parce qu'ils ont remarqué qu'il y a vraiment une augmentation des enfants qui souffrent de diabète de type 2. Il y aura également un atelier qui va parler de comment tenir un carnet de glycémie qui va vraiment voir les habitudes de vie et alimentaires qui influencent la glycémie. Et il y aura des prix de présence? Effectivement, deux peintures seront tirées. La première d'une valeur de 1 000 $ de l'artiste Francine Savard et la deuxième d'une valeur de 700 $ de l'artiste Julie Donaldson. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement la date? Oui, ça va avoir lieu ce dimanche, le 15 février, à 9h30, à l'hôtel Le Montagnet. Les gens peuvent appeler l'organisme pour réserver leur billet ou tout simplement se présenter à la porte et acheter leur billet. C'est 30 $ par personne et 250 $ par table. Merci beaucoup, Sterling. Ça me fait plaisir. Saguenay se classe au 2e rang au Canada pour le taux de violence familiale. En 2 ans, elle est passée du 10e au 2e rang. Si on se concentre sur les cas de violence familiale touchant les jeunes de 0 à 17 ans, la situation est encore plus grave. Dans la dernière année, on a dénombré 468 cas par 100 000 habitants, ce qui place Saguenay au 1er rang des villes canadiennes. C'est ce qui conclut notre web journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.